Donner la vie. Emma Québec a choisi ce slogan pour sensibiliser la population aux dons de sang. Cependant, certaines personnes prêtes à donner de leur sang peuvent être refusées de manière temporaire ou permanente. Lors d'une collecte organisée par l'Association des étudiants en physiothérapie, Marie-Ève Cloutier a pu suivre la procédure de sélection des donneurs. Lorsque vous vous présentez à une collecte pour donner du sang, vous devez, dès votre arrivée, remplir un questionnaire sur les critères de qualification. Une infirmière doit également vérifier vos signes vitaux, c'est-à-dire votre pouls, votre tension artérielle et votre température. On mesurera aussi le taux de fer dans votre sang, tout cela afin de vérifier si vous êtes admissible au don. Les femmes enceintes, les personnes ayant voyagé dans un pays où la malaria est présente et les personnes sous certaines médications sont tous des cas d'interdiction temporaire au don de sang. De là l'importance de bien répondre au questionnaire. Le questionnaire santé, sa raison d'être, c'est assurer la sécurité du produit. C'est notre défi quotidien, avoir un produit sanguin de sécurité optimale, de qualité A1. Il existe également des situations qui font en sorte que vous ne pouvez pas donner du sang de manière permanente. C'est entre autres le cas si vous avez l'hépatite B ou C, si vous avez déjà eu certains cancers ou d'autres problèmes de santé plus graves. Le questionnaire sert donc à protéger autant le donneur que le receveur. Vous devez le remplir à chacune de vos visites. En fait, c'est des questions assez pertinentes. C'est sûr que ça ne s'applique pas à tout le monde, là, vraiment pas, sauf que dans les cas où ça peut arriver, c'est important de les poser quand même. Même si le sang de tous les donneurs est analysé systématiquement en laboratoire, les hommes ayant eu une relation homosexuelle, ne serait-ce qu'une seule fois depuis 1977, n'ont pas le droit de donner du sang. Emma Québec s'appuie sur des études qui démontrent que ce groupe de personnes reste encore aujourd'hui à très haut risque d'infection par le VIH comparativement à la population en général. Néanmoins, cette interdiction à vie pourrait bien être assouplie pour passer à une période d'interdiction temporaire de 5 ans seulement. Ça, c'est une réflexion qu'on a fait à l'interne. Maintenant, comme on n'est pas les seuls joueurs dans le dossier, puis qu'ultimement, la décision finale doit nous être rendue par les autorités compétentes, c'est-à-dire Santé Canada, alors on a monté un dossier de soumission et puis on est en attente d'une décision. Depuis sa création en 1998, Emma Québec n'a répertorié aucun cas de transmission du VIH par la transfusion de produits sanguins, preuve que les mesures de sécurité sont efficaces. Toutefois, ces mesures rigoureuses exigent un minimum de 1250 donneurs par jour, considérant que certains volontaires ne pourront pas être sélectionnés pour le don de sang. Marie-Ève Cloutier, à l'Université Laval. Le Grand Magal de Touba est une cérémonie religieuse méconnue du grand public. Cette fête musulmane réunit des étudiants sur le campus ainsi que des gens de l'extérieur. Lucie Manta nous fait découvrir cette célébration sociale et spirituelle. L'ambiance était festive au grand salon du pavillon Desjardins. Les étudiants mourides ont convié leurs confrères universitaires à une soirée colorée. Au-delà de ses dimensions sociales, le Grand Magal de Touba est une célébration divine qui invite les mourides à la réflexion. Les festivités du Grand Magal de Touba se sont déroulées toute la journée, de 9h à 22h. C'est un grand jour pour nous, c'est un jour de commémoration, un jour d'union, un jour de solidarité, un jour de partage. Les mourides ont pu faire des lectures communes du Coran, assister à une conférence sur leur guide spirituel Amadou Bamba et prier. Assis en cercle, des hommes ont aussi chanté des poèmes. La célébration s'est terminée avec un grand festin sous le signe du partage. Cette dimension sociale, c'est quand même, ça permet de regrouper des gens de diverses cultures, de diverses ethniques, tu comprends, de célébrer, de manger ensemble, de boire ensemble, de fêter ensemble. Cette fête commémore le départ en exil d'Amadou Bamba, leur guide spirituel, emprisonné pour ses idées politiques. Le mouridisme est une confrérie représentant l'islam de l'Afrique noire. Les mourides sont surtout originaires du Sénégal, Touba étant la ville sainte qui appartient au guide spirituel. Daniel Fradette, conseiller à la vie spirituelle, explique les racines du mouridisme. Dans son orientation même, dans le fond, quand Amadou Bamba a créé ou a initié ce mouvement-là, son type d'action était essentiellement pacifique. Sur le campus, on compte plus d'une trentaine d'étudiants faisant partie de l'association étudiante mouride. Pour Abdoulaye, il est facile de pratiquer sa religion à l'université.
Toutefois, le manque de lieux de culte à Québec pose un problème. Aussi l'absence aussi de Dara, qui est un lieu d'enseignement, mais aussi de socialisation du musulman. À ma connaissance, ce genre de lieu n'existe pas à Québec. Des célébrations comme le Grand Magal de Touba favorisent la diversité culturelle sur le campus. Selon Abdoulaye, l'intégration de la religion sur le campus contribue à l'épanouissement des individus et à l'atteinte d'un plus grand équilibre socioculturel. Lucie Manta, Université Laval. Le réaménagement de la Bibliothèque des sciences humaines et sociales sera bientôt prêt. Les étudiants auront la possibilité de fréquenter une bibliothèque innovatrice et plus fonctionnelle. Pour nous donner un avant-goût, Ali Dosti s'est rendu sur place pour observer les modifications en cours. Les étudiants auront accès dès la session d'automne à de nouveaux espaces, davantage de places assises et des salles pour le travail en équipe. Fini le temps des isoloirs mal éclairés et des livres introuvables sur les rayons. On trouvera au 4e étage un laboratoire de littérature jeunesse, une salle de projection modernisée à la médiathèque, un laboratoire de géomatique, puis une salle pour la formation en musique. Toutefois, ce projet de réaménagement vise beaucoup plus que l'amélioration de ces services. Il y a un esprit qui est complètement différent. Donc, on essaye vraiment de réunir les collections, les usagers et les services. Il existe déjà un laboratoire de littérature jeunesse au 5e étage. Il permet aux futurs enseignants de vivre des expériences en animation de lecture avec les enfants. En ce moment, le laboratoire répond difficilement aux besoins des professeurs et des étudiants en éducation. Le local étant trop petit et ouvert, cela pose des problèmes lors de l'accueil des enfants. Le nouveau laboratoire sera mieux équipé pour les étudiants en éducation et pour les enfants. Alors, on souhaiterait recevoir les étudiants, les élèves des écoles primaires et peut-être début secondaire, là, pour justement leur faire vivre, leur faire découvrir, leur faire aimer la lecture, puisqu'on a une riche collection en littérature de jeunesse de plus de 30 000 livres. Certaines collections du 4e étage ont été temporairement déménagées au centre de conservation situé au PEPS. Ce réaménagement amène quelques inconvénients pour les étudiants. C'est le cas des étudiants en musique, particulièrement touchés par le déplacement des collections. Tous les livres que j'utilisais en ce moment se sont ramassés au centre de conservation. Alors, c'est plus compliqué pour moi. Il faut que je demande des livres, il faut que je les emprunte au lieu de venir les consulter 2 secondes, la petite page, puis j'ai fini. Les rénovations du 4e étage sont la première étape du projet de réaménagement global de la bibliothèque de l'Université Laval. L'inauguration officielle aura lieu en septembre. Avec les nouveautés promises pour cette année, les rénovations des autres étages de la Bibliothèque des sciences humaines et sociales créent de grandes attentes. Ali Dosti, à l'Université Laval. Le musicien d'origine péruvienne, Federico Tarazona, est un joueur de charango, un instrument traditionnel de la culture andine. L'étudiant de la faculté de musique a fait découvrir le folklore musical de son pays lors d'un concert présenté à la salle Henri Gagnon. Marie-Pierre Duplessis a rencontré ce virtuose du charango qui a parcouru le monde. Après plusieurs années passées dans différents conservatoires du Pérou, de Russie, d'Allemagne et de France, Federico Tarazona est venu perfectionner son art à l'Université Laval. Il excelle dans la composition de musique qu'il interprète au charango, un instrument à cordes pincées qui ressemble à une petite guitare d'environ 60 cm. Le charango compte 5 rangées de cordes doubles, tout comme son ancêtre, la guitare baroque. Les Boliviens comme les Péruviens revendiquent l'invention de l'instrument. On raconte que le charango serait apparu au 17e siècle, alors que les conquistadors espagnols interdisaient aux Autochtones de jouer de la guitare, considérée comme un patrimoine de la culture espagnole. Il y a des légendes qui disent que les Indiens ont créé le charango à cause de ces interdictions de jouer la guitare. Donc ils l'ont créé comme ça petit pour pouvoir le cacher en dessous du poncho qu'on connaît. Il existe plus d'une vingtaine de charangos de types différents. Dans certaines régions au sud du Pérou, on construit le charango avec une carapace de tatou pour former la caisse de résonance. Federico Tarazona a dessiné lui-même sa propre variante de l'instrument, le Jatun Charango. Celui-ci compte 6 rangs de cordes simples et 1 rang de cordes doubles afin d'offrir plus de possibilités harmoniques, contrairement au charango traditionnel qui se limite au folklore andin. Je me suis toujours intéressé pour la musique d'Occident, pour la musique d'Amérique du Nord, pour le jazz, pour la musique contemporaine d'Europe, la musique classique. Et j'ai fait cette adaptation pour jouer précisément ces sortes de musique.
Le charango est aujourd'hui un instrument qui a dépassé les frontières du Pérou et de la Bolivie et qui intéresse les musiciens de partout dans le monde. À Québec, les membres de la communauté péruvienne qui étaient présents au concert se sont réjouis du spectacle de Federico Tarazona. Pour moi, personnellement, entendre la musique de mon pays ici à Québec, où on était arrivé comme immigrants, et ça fait vraiment, ça nous touche beaucoup. Pour moi, c'est comme un maître. Je le regarde et je me dis, oh, j'aimerais ça jouer comme lui un jour. Selon Federico Tarazona, il y aurait plus de 50 charanguistes ayant adopté le ratun charango, l'instrument dont il est l'inventeur. Ceux-ci proviendraient d'aussi loin que du Japon et d'Israël, mais aussi d'Espagne, d'Amérique latine et des États-Unis. Marie-Pierre Duplessis pour l'Université Laval. 3 défis différents à réaliser en 3 heures, c'est ce à quoi étaient confrontés près de 200 étudiants au secondaire des écoles de Rochebelle et de la Polyvalente de Charlesbourg pour la Coupe de sciences à l'Université Laval. Cette année, les participants devaient concevoir un système permettant de séparer 2 types de minerais, une ligne électrique traversant une rivière et un isolant thermique. Pour ce faire, ils ne disposaient que d'objets aussi banals qu'un cintre, une paille ou du papier d'aluminium. À gagner, plusieurs bourses en argent, mais aussi le privilège de soulever la Coupe de sciences. Pour sa 4e édition, l'événement accueillait également pour la première fois des élèves de différents cégeps de la région de Québec. Louis Laherroy est avec nous pour nous donner un aperçu des prochaines émissions. Bonjour Louis. Bonjour. Le Festival de sciences et génie s'est encore une fois distingué cette année grâce à son originalité. Effectivement, les étudiants de sciences et génie nous ont habitués à leur travail, à leur prouesse depuis maintenant 36 ans. C'est à eux notamment qu'on doit la circulation à 3 voies sur le pont de Québec. Mais ces étudiants-là sont aussi auteurs de réalisations moins spectaculaires, mais tout aussi ingénieuses. Par exemple, la propulsion d'avions de papier à l'aide de moyens des plus rudimentaires. Nous parlerons également de musique. Le quatuor Arthur Leblanc était à l'Université Laval pour faire profiter de son expérience les étudiants en musique de chambre. Ils ont donné une série de 4 spectacles dans lesquels nous avons pu apprécier l'union de ces jeunes compositeurs et de ces 4 musiciens. C'était à la salle Henri Gagnon. Il arrive souvent que des professeurs de l'Université Laval soient sollicités par les médias pour leur expertise. Les professeurs doivent donner leur opinion sur des sujets d'actualité, mais aussi sur leurs recherches, sur leurs découvertes. Et ces professeurs-là, il y en a qui sont plus médiatisés que d'autres. Donc, on a voulu savoir qu'est-ce que cette présence dans les médias-là apporte à leur carrière universitaire, mais aussi à leur découverte, au rayonnement, si on veut, de leur recherche. Merci, Louis. Ça fait plaisir. Ceci complète notre première émission d'Angle Neuf pour la saison 2011. Merci d'être avec nous et à la semaine prochaine.